Bonjour à tous, bienvenue à ce webinaire de l'AFPBN, de la section neuropsychiatrie. Donc l'AFPBN, une association que vous connaissez bien et qui vous offre régulièrement des webinaires de qualité de différentes sections. Et aujourd'hui, on est la section neuropsychiatrie et on vient vous parler des troubles neurologiques fonctionnels, amour ou rejet. Alors déjà, on remercie de votre engouement parce que la première newsletter, l'ensemble des places ont été réservées pour ce webinaire. Et donc, nous allons aborder cette question avec deux neurologues, la professeure Béatrice Garcin, neurologue à l'hôpital d'Avicenne, accompagnée du docteur Elsa Mahana, elle-même neurologue aussi à Avicenne. Et puis, pour évidemment garder le côté psychiatrique de cette pathologie neuropsychiatrique, le docteur Guilhem Karl Tout-le-Monde, psychiatre à Toulouse et créateur avec Béatrice Garcin du réseau TNF France et moi-même. Donc, sans plus attendre, plongeons dans ce sujet de ces TNF, troubles neurologiques fonctionnels. Et pourquoi amour ou rejet? Vous vous en doutez bien, on est sur des troubles qui ont tendance à cliver, qui ont tendance à être porteurs d'un certain nombre d'idées reçues, de croyances fausses, de rejets ou de préjugés. Et notre but est de dire qu'ils existent, que ça des mythes, que l'on peut avancer ensemble pour en déconstruire, que certes, les patients sont parfois difficiles, mais en quoi on peut avoir un intérêt de voir ces patients toute la journée et en quoi cela peut être satisfaisant. Donc, pour pouvoir assister, ces webinaires sont ouverts à tous. Pour avoir votre attestation de présence, n'oubliez pas de devenir membre de l'AFPBN et pour ceux qui le souhaitent, vous pourrez à ce moment-là avoir aussi des attestations de présence et de formation à cela. Les questions, nous y répondrons à la fin. N'hésitez pas tout au long à poser vos questions dans l'onglet prévu à cet effet et puis nous prendrons un moment pour y répondre. Donc, troubles neurologiques fonctionnels, amour ou rejet. Juste pour commencer, j'aime raconter cette anecdote de la toute première fois où j'ai été rencontrer une patiente qui présentait à l'époque ce qu'on appelait des crises non épileptiques psychogènes. On parle maintenant de crises fonctionnelle dissociative. Et en fait, moi, je voulais vraiment travailler en neuro en tant que psy, mais je voulais absolument travailler sur la CEP. Je sais pas pourquoi. Je me dis, oh, la question, elle est sympa. Et là, on me dit, mais non, mais il y a des patientes qui ont des crises à la Charcot, et puis les neurologues, ils disent qu'elles ont toutes été violées. Et j'y suis allée avec toutes mes appréhensions de me dire, mais des personnes, des patientes histrioniques qui me vont mettre en échec, qui vont être dans la plainte, oh franchement, c'est pas pour moi. Et puis, de toute façon, je croyais que l'hystérie, maintenant, ça n'existait plus ou c'était sous forme de fibromyalgie ou je sais pas quoi. Donc, j'y suis allée avec tout un tas de croyances erronées, un peu imbibées de modèles théoriques que vous aurez reconnus au passage. Et en fait, la première rencontre que j'ai eue avec cette patiente m'a fait comprendre ce qu'était que la dissociation, ce qui a été une grande découverte pour moi, l'importance aussi de la question des traumas. Et je suis tombée, pour le coup, complètement en amour avec cette problématique. Ça, c'est du côté du psychiatre. Mais du côté des neurologues, Elsa, c'est comment ? Alors, ma première rencontre, c'est une relation de méfiance mutuelle qui s'est construite avec la patiente. Donc, elle arrive chez moi méfiante en ayant déjà vu 3 neurologues qui lui ont prescrit plusieurs examens pour des troubles moteurs non expliqués et qui ont fini par lui dire « vous n'avez rien ». Et elle arrive chez moi avec tous ces examens complémentaires et d'emblée méfiante. Je regarde les examens et avec le manque de formation qu'on a en neurologie sur les TNF, je me dis, oui, elle a rien, ce n'est rien, tous les examens sont normaux, la marche est quand même bizarre. Et donc, elle est méfiante avec moi, je suis méfiante avec elle et je ne connais pas très bien le sujet. Et donc, à la fin de la consultation, cet échange m'a marquée et je me suis dit, il faudrait quand même que je me renseigne. C'est quand même une pathologie qu'il faudrait que je comprenne un peu mieux. Et je laisse la parole du coup à Béatrice qui va nous expliquer un petit peu les mythes, les réalités et les difficultés dans les TNF. Eh bien, bonjour à tous.
Donc effectivement, si on prend des choses très factuelles, voilà, ça c'est une enquête qui a été faite en session plénière lors du congrès de l'American Academy of Neurology en 2018. Il a été demandé aux auditeurs de la session s'ils pensaient que les TNF c'était pour eux, voilà. Et plus de la moitié ont répondu bah non, c'est pas pour nous. Donc voilà, en fait quand on regarde concrètement, les neurologues rejettent les TNF. Alors pourquoi ça? Ben, on peut se demander pourquoi, en fait, quand on analyse un peu ce que nous disent nos collègues et ce que nous-mêmes on s'est dit quand on a commencé, il faut être honnête, voilà un peu le genre de phrase qu'on entend. J'ai éliminé toutes les maladies neurologiques, entre guillemets, sous-entendu organiques, donc c'est psychiatrique. Il en rajoute, il y a souvent quand même un petit a priori sur le fait que le patient peut-être en rajoute et simule ses troubles. Il y a aussi l'impression de la part du neurologue qu'en fait, bah, il a rien et on a des vrais patients à traiter. Ce sont des patients qui peuvent être rapportés comme pénibles, ils croient pas, ils n'ont pas confiance, comme l'a bien rapporté Elsa, ils ont une certaine méfiance vis-à-vis du neurologue. Ça prend du temps, c'est pas rentable. De toute façon, je ne sais pas faire. Alors, toutes ces affirmations, est-ce qu'on parle d'un mythe, est-ce qu'on parle de réalité? Si on prend la première, j'ai éliminé toutes les maladies neurologiques, entre guillemets, organiques, donc c'est psychiatrique. Soyons factuels. Les TNF, c'est le deuxième motif de consultation en neurologie et 30% des patients qui sont orientés en neurologie ont des symptômes inexpliqués. On est donc sur une fréquence du trouble en consultation neurologique de 15 à 30%. Peut-on vraiment dire que 15 à 30% des patients qui viennent en neurologie n'ont pas de troubles neurologiques? Je ne suis pas sûre. Quand on regarde la présentation clinique des TNF, les patients viennent avec un déficit moteur, des mouvements anormaux, des crises d'allure épileptique, des troubles sensoriels. Il s'agit donc bien de symptômes neurologiques. Et finalement, pour les diagnostiquer, on se base sur la présence à l'examen clinique de signes cliniques positifs, de signes qui confirment le diagnostic, qui sont extrêmement spécifiques. Et pour cette sémiologie, on peut quand même noter qu'il y a 37 signes décrits pour les troubles moteurs et 23 pour les crises dissociatives. Le diagnostic de troubles neurologiques fonctionnels est donc posé par l'examen neurologique. Je vous donne un petit exemple, c'est l'exemple du signe de Hoover, que certains d'entre vous connaissent peut-être, et qui permet le diagnostic de déficit moteur fonctionnel. Donc ce signe, en fait, il se recherche en 2 étapes. Dans un premier temps, on va effectuer un testing du grand fessier. Donc on demande au patient d'appuyer sa jambe vers le bas, et vous voyez que là, je la soulève facilement, il y a donc un déficit du grand fessier. Et puis dans la deuxième étape, donc la vidéo d'après, on demande au patient de fléchir la hanche saine et là on observe une normalisation du testing du grand fessier contralatéral. Et donc cette normalisation reflète l'inconsistance, c'est-à-dire que le testing peut être normal dans certaines situations et anormal dans d'autres. Elle se normalise typiquement lorsqu'on détourne l'attention du patient. Donc ce type de testing, ce type de signe, à mon avis, ça repose vraiment sur l'examen neurologique. Donc, sur cette première affirmation, j'ai éliminé les maladies neurologiques, donc c'est psy, eh bien, on va dire qu'on parle plutôt d'un mythe. Alors, la deuxième affirmation, il en rajoute, il simule. Par définition, le trouble neurologique fonctionnel n'est pas une simulation. Le patient ne produit pas volontairement ses symptômes. Et finalement, j'ai envie de vous poser la question, pourquoi? Mais pourquoi ne pas croire ces patients? On croit bien nos patients qui nous disent qu'ils sont tristes, qu'ils n'arrivent pas à dormir. Pourquoi ne pas croire le patient qui nous dit qu'il n'arrive pas à lever la jambe? On parle donc bien d'un mythe. Il n'a rien. Alors, si on reprend la définition, c'est un petit peu pareil. Le patient a des symptômes, il est invalidé, il y a un retentissement sur sa qualité de vie qui est au moins aussi important que dans toutes les autres maladies neurologiques. Le TNF n'est pas de l'hypocondrie, le patient n'a pas rien. Il a une maladie qu'on connaît bien et cette maladie s'appelle le trouble neurologique fonctionnel. C'est donc encore une fois un mythe. La quatrième affirmation, il est pénible, il ne me croit pas. Eh bien là, j'ai envie de vous dire, c'est peut-être un peu vrai. En tout cas, si on regarde un peu plus en détail, la consultation des patients qui ont un trouble neurologique, c'est une consultation qui est longue pour plusieurs raisons.
La première raison, c'est que finalement, quand on y réfléchit bien, c'est beaucoup plus difficile d'accepter, d'expliquer que les symptômes sont liés à un trouble fonctionnel qu'à une lésion organique. En fait, dans notre mode de compréhension, c'est pas quelque chose de très instinctif, donc ça prend du temps. D'autre part, les patients qui arrivent pour un trouble neurologique fonctionnel ont une histoire qui est émaillée de multiples traumatismes dans leur parcours médical. On leur a dit, vous n'avez rien, faites un effort. Beaucoup de patients me disent, j'ai vu 10 neurologues et aucun n'a jamais voulu me revoir. Donc, ils sont multi-traumatisés. Ils arrivent avec une certaine méfiance et déconstruire cette méfiance, ça prend du temps. Ils ont aussi, statistiquement, vécu plus de traumas et plus d'histoires de vie difficiles, notamment dans l'enfance. Et quand on commence à s'y intéresser, évidemment, ça prend du temps. Voilà, donc je rappelais rapidement le chiffre, hein, le délai diagnostique entre le début des symptômes et le diagnostic de TNF, en moyenne, il est de 6,6 années. Donc on comprend bien qu'il y a beaucoup de choses à déconstruire lors de ces consultations et qu'elles sont effectivement longues. Si on prend l'affirmation suivante, ça prend trop de temps, donc c'est pas rentable. Bah là aussi, j'ai envie de vous dire, bah oui, c'est vrai. C'est vrai. Pour un neurologue, en libéral, typiquement, c'est pas très rentable si on veut faire les choses bien. Parce que s'occuper de ses patients, ça prend du temps. Et pour finir, de toute façon, je ne sais pas faire. Et bien là aussi, il faut avouer que les neurologues sont pas ou peu formés aux troubles neurologiques fonctionnels. Dans une enquête qu'on a réalisée en 2019, vous voyez, sur près de 600 répondants, 46% des répondants n'avaient jamais eu de cours sur les troubles neurologiques fonctionnels. Et 80%, donc 4 sur 5, ne connaissaient pas le signe de Hoover pour le diagnostic de troubles moteurs fonctionnels. Et quand on regarde le référentiel de neurologie, donc du Collège des enseignants de neurologie, qui fait vraiment office de référence pour les étudiants de deuxième cycle, eh bien, jusqu'à 2025, il n'y avait pas de chapitre dédié aux troubles neurologiques fonctionnels. Soyez rassurés, ça va changer cette année. Alors, où est l'amour dans tout ça? Ben, finalement, si on reprend toutes les affirmations que j'ai énumérées, on peut quand même se dire que le parcours des patients qui ont un trouble neurologique fonctionnel, il est profondément injuste. Ils ont vécu des histoires de vie difficiles, et puis à un moment, à l'âge adulte, ils développent un TNF, et là encore, on les rejette. Donc ça, c'est une première motivation qui est très forte de mon côté. C'est que cette injustice, quand on en prend conscience, on ne veut pas qu'elle continue. La deuxième motivation et la deuxième raison vraiment d'amour pour le TNF de mon côté, c'est la fascination. Je trouve ça totalement incroyable que le cerveau puisse produire de tels symptômes. Et il y a encore quelque chose d'un peu incompréhensible. Donc comment est-ce que notre cerveau peut finalement bugger au point de ne plus pouvoir bouger les jambes ou de provoquer des crises aussi impressionnantes. Et puis, bah, voilà, prendre le temps de redresser cette injustice, c'est très gratifiant parce que quand on prend le temps d'expliquer le diagnostic, les patients sont extrêmement reconnaissants. Donc l'explication diagnostique, elle consiste à donner un terme, et c'est parfois la première fois qu'on donne un nom à leur maladie. Alors expliquer comment on a fait ce diagnostic. Alors, expliquer aussi que c'est une maladie réelle et fréquente, qu'elle est réversible, et pour ça, on peut s'aider de supports d'information. Donc, cette démarche-là, en fait, une fois qu'on a commencé à la faire, elle est extrêmement gratifiante à chaque consultation. Et pour finir, mais c'est pas quelque chose de négligeable, c'est quelque chose de très important. La communauté médicale qui s'intéresse aux troubles neurologiques fonctionnels a un petit quelque chose de particulier, un petit quelque chose en plus. Ça apporte du bonheur voilà, au quotidien lors de toutes ces réunions, ces webinars qu'on peut aussi proposer. Donc j'en profite juste pour préciser que donc, nous, effectivement, avec le professeur Ingray et le Dr Carl Tout-le-Monde, on a créé le réseau TNF France et puis bien sûr la section neuropsychiatrique de la FPBN. Mais au niveau international, il y a une société internationale qui a été créée en 2019 avec un prochain congrès qui aura lieu en juin 2026 à Baltimore. Voilà, donc je donne maintenant la parole à mon collègue, le Dr Carl Tout-le-Monde, pour aborder le point de vue du psychiatre.
Merci Béatrice pour ces précisions, je pense qu'ils ont éclairé pas mal de neurologues sur la question et probablement aussi des psychiatres, parce qu'il y a un peu de tout toutes ces spécialités qui sont présentes aujourd'hui. En tant que psychiatre, c'est aussi un peu particulier parce qu'on va être sollicité souvent par des neurologues dans la prise en charge des patients qui ont des troubles neurologiques fonctionnels. Aussi parce que en tant que psychiatre, on ne va pas être en charge du diagnostic dans ces cas-là, c'est pas vraiment notre formation et ni notre place. Ça peut paraître étrange, mais c'est assez logique quand on y pense. Quand des patients ont des problèmes moteurs notamment, qu'ils aillent voir des neurologues pour aller questionner soulever cette question diagnostique, c'est plus logique que d'aller voir un psychiatre. Mais on peut aussi se retrouver parfois avec des patients qui n'ont pas encore le diagnostic posé et des neurologues ou des généralistes ou d'autres spécialistes, internistes notamment, peuvent être amenés à dire aux patients, écoutez, c'est dans votre tête, allez voir un psychiatre, vous êtes juste stressé, de toute façon, c'est que de la simulation, ou encore plus avec le bagage que nous a amené notre confrère Freud à l'époque, c'est parce que vous réprimez des émotions, vous en avez besoin, vous avez tellement de bénéfices secondaires, vous n'allez jamais en guérir. Bref, les patients entendent tout un tas de trucs, malheureusement, et qui vont participer à beaucoup de stigmas, freiner clairement le pronostic de ces patients, et participer à une sorte d'errance, que ce soit sur le plan diagnostique ou sur le plan thérapeutique. Nous aussi, en tant que psychiatre, on peut être confronté à une question qui va nous mettre pas forcément à l'aise, c'est la question du rapport au corps, parce qu'on est surtout formé à explorer la psyché de nos patients, et quand il s'agit de s'intéresser plutôt à leur corps, on est moins à l'aise, moins formé aussi. Même si ça commence à changer dans les formations actuellement, il y a toujours cette question de consulter un psychiatre parce qu'il y a un problème moteur, ça n'a pas beaucoup de sens. Donc on va essayer de déconstruire un peu tout ça et voir en quoi, en fait, finalement, un psychiatre peut avoir tout son rôle dans tout ça, et en quoi c'est aussi intéressant, finalement, en tant que psychiatre, et comment on peut lever les peurs qui peuvent être en lien avec ça. Donc d'abord, il y a cette question de c'est dans la tête, et il y a plein de choses dans la tête. En effet, notre cerveau, il nous sert à plein de choses, et notamment aussi à s'assurer que notre corps reste adapté de façon dynamique à ce qui se passe autour de nous. Et donc, on est connecté, en effet, à notre corps grâce au cou en particulier. C'est assez fou, c'est-à-dire qu'on a une tête, un corps, et on est connecté. Et donc, on va essayer de s'intéresser à tous ces aspects qui sont dans un niveau de communication très élevé. Donc la première question, c'est cette question de la simulation. Et c'est vrai qu'en tant que psychiatre, on va être confronté parfois à ça, des patients qui peuvent venir dans des problématiques où il est difficile de distinguer si les symptômes vont être simulés, c'est-à-dire consciemment imités dans un but secondaire, comme par exemple le cas typique quand on est aux urgences, ça va être la personne qu'on reçoit en réquisition qui est en garde à vue et qui dit entendre des voix, et finalement c'est surtout pour sortir de garde à vue. Donc ça, c'est le cas de la simulation, souvent des hommes moins de 50 ans, donc avec une génération de symptômes conscientes et des bénéfices attendus, évidemment, conscients dans ces cas-là. Ensuite, il y a la question des troubles factices, comme par exemple le Munchausen, où on va avoir des personnes, souvent dans le corps de la santé d'ailleurs, qui vont générer des symptômes consciemment, par provocation, par exemple en s'injectant des produits, en s'exposant à des virus particuliers, pour pouvoir avoir des symptômes de maladie, dont on peut voir des stigmates, parfois même avec des bilans sanguins, avec des bénéfices secondaires et surtout primaires, qui sont autour de la recherche d'attention, qui est une problématique assez rare, à vrai dire, plutôt des femmes que des hommes, mais c'est au-delà de ça, c'est la question de pouvoir arriver à faire révéler ça à la personne. Ça, c'est assez rare. J'ai été confronté à 2 reprises depuis que je vois des patients, de manière générale, de ma formation de psychiatre. C'est très, très rare. C'était plutôt dans les cas de liaison, quand j'étais en réanimation, par exemple, avec des personnes qui faisaient des septicémies à répétition. Mais finalement, c'est très loin de ce qu'on va voir pour les patients qui ont des troubles neurologiques fonctionnels, où on va retrouver, bien sûr, parfois des antécédents de carence affective, de psychotrauma dans l'enfance, mais ce n'est pas systématique, on va y revenir. Et surtout, la génération des symptômes n'est pas consciente. Ce n'est pas quelque chose que les patients s'amusent à générer. C'est quelque chose qu'ils subissent de manière automatique, et ça, on en connaît mieux les mécanismes, et c'est important d'arriver à le distinguer, d'autant plus que ces patients, en général, ont des parcours de soins très compliqués, très longs. Ils s'inscrivent dans beaucoup de soins pluridisciplinaires,
ce qui n'est pas tellement le cas des patients qui ont des troubles factices, où en fait, ils vont plutôt fuir les soins, ou dans la simulation, où ça va être plutôt monomaniaque d'un spécialiste. Donc, il y a aussi cet aspect de parcours qu'il faut voir, où quand même, ça prend du temps, de l'énergie pour ces patients qui subissent ces symptômes, quand il y a un trouble neurologique fonctionnel, et qui ne s'amusent pas du tout, finalement, à vous embêter, à venir vous consulter. Au contraire, ils sont dans une quête de reconnaissance par rapport à leur maladie, à leurs symptômes, et aussi une quête de solutions potentielles à apporter pour s'améliorer. C'est des patients qui sont très investis, en fait, dans les soins. Et donc finalement, on s'est intéressé aussi à l'aspect simulation, et on a pu vraiment le distinguer depuis les années 2000 avec des techniques en imagerie fonctionnelle notamment. On a comparé des acteurs qui simulaient certains symptômes de paralysie, et on l'a comparé à des paralysies fonctionnelles. On a pu voir que l'activité cérébrale était très différente, et ce qui a permis de mettre un terme à cette discussion stérile autour de est-ce qu'il simule ou pas. L'autre truc assez classique, c'est de dire aux patients, mais c'est parce que vous êtes anxieux, vous êtes stressé, c'est pour ça que vous n'arrivez plus à marcher. Ce lien entre émotion et motricité, c'est quelque chose de connu, c'est quelque chose d'étudié aussi, et c'est important aussi de le savoir dans les troubles neurologiques fonctionnels. Oui, il y a des dérégulations dans les systèmes des émotions, très en lien avec certains systèmes moteurs, et notamment l'aire motrice supplémentaire, qui est une région en tout cas très connectée aux régions émotionnelles et qui permet de préparer le mouvement, de prédire le mouvement, de mieux l'anticiper pour avoir un mouvement précis. En effet, c'est altéré sur ce plan-là. Autant le mouvement peut être créé, autant il va être altéré dans sa qualité. C'est ce qu'on va voir dans les troubles moteurs fonctionnels. D'autant plus que le système qui nous permet de nous ajuster en fonction de ce qui se passe dans notre corps quand on bouge, ce qui nous permet d'intégrer tout ce qui revient de notre corps vers le cerveau, va être aussi altéré, ce qui amène ce sens de l'agentivité un peu modulé, c'est-à-dire l'impression qu'on n'est plus maître de son corps dans les mouvements qu'on veut faire. Et ça, ce sont des anomalies qu'on a pu constater en imagerie fonctionnelle également, sur des régions spécifiques qui sont dédiées à ça. Ces systèmes émotionnels, on voit qu'ils sont suractivés et qu'ils suractivent aussi les systèmes de l'aire motrice supplémentaire. Donc finalement, le niveau émotionnel, c'est comme si, ce que décrivent les patients, qu'il y a un état d'hypervigilance qui vient de placer les patients dans un état d'alerte constant, et donc qui réduit leur capacité d'absorption des facteurs de stress du quotidien. Donc forcément, l'anxiété est plus importante chez ces patients, même si ce n'est pas systématique, et ce n'est pas forcément systématiquement perçu consciemment. Ce qu'on appelle l'alexithymie, c'est-à-dire la panique sans panique, c'est que ça va être des patients qui vont avoir tous les marqueurs physiologiques de la panique sans le vécu conscient de la panique. Et c'est aussi un élément important, puisque ça joue aussi sur les processus attentionnels qui sont altérés dans cette situation. Et ce qu'on sait aussi, c'est que on ne va pas retrouver forcément que des gens qui vont avoir des psychotraumas dans l'enfance, et c'est de dire aux gens, vous avez été violé dans l'enfance, c'est pour ça que vous n'arrivez plus à marcher aujourd'hui. C'est un discours trop simpliste et réducteur au point où en fait ça n'explique pas la problématique pour tous les patients. Et dans cet aspect-là, ce qu'on voit aussi, c'est que le phénomène dissociatif dont parlait Coraline tout à l'heure et qui est très présent dans toutes ces problématiques, on va le voir émerger physiologiquement. Je veux dire, on conduit 2 heures en voiture, il y a une partie du trajet dont on ne va pas se rappeler parce que notre cerveau se dissocie pour nous permettre de fonctionner à moindre coût. Et ce phénomène-là, il nous permet plein de choses. D'être moins submergé par des émotions quand on est soumis à des émotions intenses après un épisode traumatique aigu, par exemple, ou aussi simplement quand on est épuisé et qu'on doit quand même fonctionner dans les tâches du quotidien. Dans ces cas-là, notre cerveau va se mettre en état d'hypervigilance, placer notre corps en état d'hypervigilance en augmentant le volume de tous nos sens pour nous permettre de rester ajusté dans la mesure du possible à ce qui se passe autour de nous. Seulement, ça ne va pas fonctionner de manière chronique. Là, je vous parle de ces comportements de défense qui vont découler de cet instinct de survie qui est trop activé. On a 3 façons de se défendre. Le combat, qui peut amener à ce que notre corps soit préparé à l'action. On va se mettre à trembler, avoir des contractures musculaires, des choses comme ça que les patients rapportent vraiment. La sidération, comme on peut le voir chez les opossums par exemple, où face à un épisode de stress, on va faire le mort pour pouvoir se protéger. C'est quelque chose qu'on partage avec tous les mammifères. Ou la fuite. Alors là, j'ai essayé de prendre en photo ma fille qui essayait de me dire qu'elle ne voulait pas manger ses carottes et qui a fait un merveilleux
opistotonos en live, donc j'ai réussi à la prendre en photo rapidement, ce qui est un peu bizarre pour un papa, je l'admets, mais je trouvais l'image intéressante parce qu'on le décrit depuis Charcot, et en fait on le voit chez nos enfants assez souvent. Je vous rassure, elle n'est pas hystérique, ma fille, elle n'a rien à voir avec ça. Donc tous ces éléments-là, ils sont importants pour se défendre, et on va être plus amené à avoir ces comportements automatiques de défense quand on va être épuisé ou quand on a été dans une situation exposée de manière répétée à des traumas, évidemment. Une dame qui a essayé de nous permettre de mieux comprendre ces théories-là, c'est Lisa Feldman Barrett, qui était psychologue américaine et qui a développé cette théorie en rappelant des choses basiques. Notre cerveau, sa mission première, c'est de réguler l'état de notre corps pour qu'il reste adapté de façon dynamique à ce qui se passe autour de nous. Pour ça, il va mettre en place tout un tas de systèmes où il va essayer de prédire ce qui va se passer et en même temps s'ajuster à ce qu'il va récupérer d'informations du corps. Ce qu'on appelle l'allostasis, à la différence de l'homéostasis, où en fait, l'allostasis, c'est un état d'équilibre, mais dynamique, puisque notre environnement est toujours dynamique. Et ce phénomène-là, il est aussi médié par les signaux physiques qu'on va récupérer et donc nos émotions, puisque nos émotions, c'est quoi finalement? Ce sont plusieurs sensations physiques qui arrivent de manière simultanée et qui sont perçues par notre cerveau. Et suivant notre vocabulaire émotionnel, on va pouvoir se dire, ben, tiens, ça c'est de la peur, ça c'est de la colère, ça c'est de la tristesse. Et ça va nous permettre ensuite d'avoir des comportements adaptés par rapport à cette émotion. C'est notre thermostat. Et donc, quand tout ça est dérégulé, notamment quand on est épuisé ou quand on est dans un trouble de stress post-traumatique ou très dissocié, on va plus avoir ces sensations physiques et donc on va plus pouvoir s'adapter de manière dynamique à ce qui se passe autour de nous, et c'est là que les symptômes vont apparaître. Très important aussi, je vous parlais des traumas dans l'enfance. Oui, ça a été étudié, ça a été montré que c'est beaucoup plus fréquent chez les patients qui ont des troubles neurologiques fonctionnels, mais ce n'est pas exclusif. Au point où, comme le disait Béatrice, ça a été écarté de la définition pour poser le diagnostic. 75, 95, 85% des patients le rapportent, notamment la négligence émotionnelle, les abus physiques ou sexuels, et sur les facteurs qui vont précipiter dans les troubles, ça va être plutôt des facteurs traumatiques physiques. Hein, un épisode viral, une chirurgie, quelque chose comme ça. Le psychiatre, dans tout ça, il ne faut pas l'oublier, il a aussi un rôle plus classique d'aller repérer des comorbidités psychiatriques. On a pu le montrer, il y a 40 à 60% des patients avec des troubles fonctionnels qui ont des comorbidités psychiatriques, dépression, troubles de stress post-traumatique, des troubles neurodéveloppementaux dans une moindre mesure. Tout ça nécessite d'aller le rechercher et le traiter en tant que psychiatre, ça on sait le faire. Donc il ne faut pas se gêner non plus. Simplement ne pas le réduire à ça dans la symptomatologie motrice. Et enfin, pour finir, la question de ok, mais moi je suis psychiatre, je ne comprends rien à ce qui se passe dans le corps. On peut l'expliquer assez clairement, assez basiquement. On n'est pas tous vulnérables de la même manière à exprimer des troubles fonctionnels, en effet, même si c'est très fréquent. Gardez simplement en tête que il y a des facteurs qui prédisposent à ça, qui nous rendent vulnérables à l'expression de ces troubles. Il y a des facteurs qui vont précipiter dans les troubles, comme je disais, particulièrement des épisodes sur le plan physique, mais ça peut être aussi un choc émotionnel aigu, et des facteurs qui vont perpétuer les symptômes dans le temps et qui vont en fait participer simplement parce que ça va nous empêcher de récupérer de la ressource. C'est important d'aller les rechercher. Donc, il y en a tout un tas. Là, je vous les ai notés. Je ne vais pas aller dans le détail, ce n'est pas le sujet aujourd'hui, mais il y a la question de comment on gère notre ressource globalement, sur le plan physique et émotionnel, et dans quelle mesure, en fait, ce facteur qui nous précipite dans les troubles, il va arriver dans quel contexte? Et ça, il faut aller le chercher. Est-ce qu'il y a un contexte d'épuisement particulier? Et qu'est-ce qui est le médiateur de cet épuisement? Est-ce qu'il y a un trouble de stress post-traumatique qui n'avait pas été diagnostiqué? Est-ce qu'il y a un surinvestissement sur le niveau professionnel ou des facteurs psychosociaux qui sont accumulés sur un temps court et qui ont épuisé le patient et qui réduisent sa capacité à absorber cet événement qui n'était pas prévu, ce trauma physique ou cet épisode de stress aigu? Et ensuite, il y a tous les facteurs qui vont s'associer derrière et qui sont aussi en lien avec la manière dont on va les prendre en charge, le fait de ne pas parler du diagnostic, cette errance ou ces croyances erronées qu'on peut avoir en tant que psychiatre ou neurologue ou par rapport au patient lui-même qui ne comprend pas ce qui lui arrive. Et donc, vous pouvez utiliser des analogies. Moi, j'utilise souvent l'analogie de la batterie, simplement pour dire aux patients, voilà, on a tous un niveau de ressources particulier. Si on ne recharge pas régulièrement notre batterie ou qu'on ne fait pas attention à ce niveau de ressources, on va régulièrement se retrouver à zéro. Et quand on arrive à zéro,
les symptômes d'hypervigilance, l'instinct de survie se met en place et les comportements de défense arrivent et les troubles moteurs peuvent s'exprimer à ce moment-là, ce qui fait en effet que les patients le disent souvent, quand je suis fatigué, les symptômes sont plus forts, quand je suis stressé, les symptômes sont plus forts. Donc ça, Béatrice l'a dit, on peut aussi, nous, en tant que psychiatre, revenir sur l'annonce diagnostique qui a été faite par le neurologue, il ne faut pas hésiter, parce que expliquer, c'est aussi traiter, et c'est aussi reconnaître les troubles aux yeux du patient, et c'est ce dont il a besoin. Donc rappeler que c'est un trouble neurologique fonctionnel, que c'est fréquent, que c'est complètement subi, que les gens ne s'amusent pas à se retrouver dans cet état-là, et que c'est potentiellement réversible, en essayant d'utiliser des images pour les aider à mieux comprendre. Donc voilà. On a tout un enjeu en tant que psychiatre à pouvoir s'occuper d'eux. C'est assez passionnant à faire. J'espère vous avoir transmis cette passion-là. En tout cas, gardez en tête que ce sont des patients, souvent on a ce préjugé qu'ils sont très chronophages, comme disait Béatrice, que ça nous prend de l'énergie et du temps. Mais en fait, ce sont plutôt des patients qui ont un fonctionnement hyperactif, très investi, et en fait, plutôt des patients modèles. Et quand ils se saisissent des outils qu'on leur propose, quand on leur propose ces outils, ils s'en saisissent plutôt bien. Et c'est très gratifiant parce que finalement, on les voit s'améliorer, ces patients, et travailler avec plusieurs disciplines. Il n'y a rien de mieux pour travailler et s'épanouir dans son travail. Je laisse la place à Elsa, Nana, qui est neurologue et qui va nous parler finalement de cette vision et de la place du neurologue aussi dans le suivi. Merci Guillaume. Effectivement, alors je vais reprendre les mythes qu'a déconstruit Béatrice sur est-ce qu'on doit les voir? Alors oui, est-ce qu'on doit les suivre même sans prescrire? Et quand on dit sans prescrire, c'est parfois sans prescrire des examens complémentaires et aussi parfois sans prescrire de médicaments. La neurologie a toute sa place et je vais essayer de vous le prouver. Alors, une opinion commune chez les neurologues, une partie qui fait consensus, Guillaume en a parlé, le diagnostic doit être posé par un neurologue de par le fait que la symptomatologie est souvent neurologique, comme l'a dit Béatrice, et donc c'est un tableau cliniquement évocateur d'une plainte neurologique qui va amener le patient à voir un neurologue. Des opinions au sein de la communauté neurologique se lèvent pour dire mais oui, mais pour le suivi, en fait, le neurologue n'a pas vraiment sa place, on peut faire avec des équipes pluridisciplinaires, pas besoin qu'il y ait un neurologue. Et cette étude, enfin cette opinion publiée en 2019 reprenait ces éléments-là en disant le neurologue n'est pas nécessairement central dans la partie suivi. Un fait, c'est que c'est quand même un trouble neurologique fonctionnel. Le nom est là. Ce sont des symptômes neurologiques, des troubles moteurs parfois négatifs, donc avec un déficit, parfois avec ajout de mouvements, donc on appelle les troubles moteurs positifs avec des tremblements ou d'autres mouvements qui s'ajoutent. C'est des crises fonctionnelles dissociatives qui ressemblent parfois à des crises d'épilepsie. C'est des troubles sensoriels, c'est des troubles cognitifs, des vertiges et d'autres types de symptômes neurologiques. Donc, la place du neurologue dans le diagnostic, elle est démontrée. Je répète cette info-là ici pour aller ensuite parler du suivi. Mais avant de parler de ce suivi-là, il faut déjà oser le diagnostic chez les neurologues. Une checklist d'ailleurs développée par Béatrice Garcin qui reprend ces éléments positifs, dont le signe de Hoover, qui reprend ces symptômes et ces signes positifs qu'il va falloir chercher pour poser un diagnostic est très importante. Il faut que tous les neurologues soient formés à rechercher ces éléments-là parce qu'il y a une très peu de marge d'erreur si on a une approche systématique comme on peut l'avoir avec d'autres pathologies, qu'elles soient inflammatoires, neuroévolutives ou autres. Ensuite, pour oser le diagnostic, il faut aussi que quelque part, il y ait une croyance erronée du fait de diagnostic d'exclusion qui soit mise de côté. Dans l'approche qu'on peut avoir en tant que neurologue, quand on manque de formation et d'informations sur les TNF, on pense à un diagnostic d'exclusion. Et une étude en 2021 a montré qu'en fait, un tiers des neurologues avaient peur de mal diagnostiquer un TNF. Et en ayant peur de mal diagnostiquer un TNF, mais ils n'en parlaient pas à leurs patients, même s'ils l'évoquaient dans leur tête. Et la peur venait d'avoir peur de décevoir le patient, de réactions de colère, de réactions de rejet, etc. Et comme je le disais, in fine, il y a très peu de marge d'erreur dans le diagnostic d'un TNF. Donc, l'idée, c'est d'oser poser ce diagnostic et aussi de garder en tête que ce n'est toujours
ce n'est pas toujours, pardon, une question clivante de noir ou blanc, c'est-à-dire ce n'est pas TNF ou pathologie neurologique autre, ça peut être les deux. Et là, il est important dans le suivi de garder en tête qu'un patient qui a un TNF peut avoir aussi une pathologie neurologique autre et l'inverse. Et on sait qu'aujourd'hui, les crises fonctionnelles dissociatives et épilepsie, on a une comorbidité à peu près de 20%. On a dans à peu près 10% des TNF une comorbidité neurologique autre. Dans les pathologies type synucléinopathie comme le Parkinson, la maladie à corps de Lévy, on est autour de 10% aussi. Et donc, toujours rechercher lors de l'évaluation des signes positifs des différentes pathologies et ne pas hésiter à dire, voilà, vous avez parfois les deux. Les examens complémentaires. Une étude a voulu voir un petit peu comment est-ce qu'on nous prescrivait en tant que neurologue des examens complémentaires chez nos patients, chez qui on pense qu'il y aurait un trouble neurologique fonctionnel. L'étude a porté sur des électroencéphalogrammes. On s'est dit, bon, comment est-ce que les neurologues prescrivent des électroencéphalogrammes chez des patients qui ont des crises, qui ont une suspicion de crise fonctionnelle dissociative? Et le sondage a montré que 96% des neurologues ne diront crise fonctionnelle dissociative que s'ils ont un électroencéphalogramme normal. Et donc, quelque part, il y a cet effet de rassurance lorsqu'on prescrit et surtout d'éviter de passer à côté d'autres pathologies. Donc, la primo-prescription d'examens complémentaires peut aider au diagnostic quand on a des doutes sur la sémiologie clinique et parfois peut aider au diagnostic positif parce que, par exemple, pour des tremblements qu'on suspecterait d'origine fonctionnelle, l'enregistrement des mouvements anormaux pourrait reprendre ces éléments comme la distractibilité qui est un des symptômes positifs pour diagnostiquer cela. Donc, il est important aussi d'avoir assez d'examens complémentaires pour poser un diagnostic, mais par contre, represcrire des examens complémentaires lors du suivi sans se fonder sur une sémiologie fine pourrait être délétère chez des patients parce que ça va renforcer les fausses croyances chez les patients en disant bah, le médecin sait toujours pas ce que j'ai et donc ça va un petit peu faire marche arrière sur cette question d'adhésion au diagnostic et l'engagement dans la prise en charge. On sait qu'une bonne partie de la prise en charge repose sur l'acceptation du diagnostic et la compréhension de ce diagnostic. Donc, être vigilant, et c'est là où le neurologue joue son rôle, c'est bien définir la sémiologie, savoir que parfois il peut y avoir des pathologies neurologiques autres qui peuvent s'ajouter au trouble neurologique fonctionnel, mais parfois le trouble neurologique fonctionnel peut lui-même changer de forme et de sémiologie, et donc être attentif à la sémiologie clinique. La prise en charge du côté du neurologue, c'est forcément l'annonce diagnostique. Donc, proposer déjà des ressources pour que le patient s'empare lui-même de son diagnostic, proposer des documents adaptés, des sources adaptées à la question que se pose ce patient et expliquer. Ne pas avoir peur d'expliquer ce diagnostic-là parce que l'adhésion se fait là et l'engagement dans la thérapeutique se fait à partir de l'annonce. Dans les troubles neurologiques fonctionnels moteurs, la kinésithérapie, toutes les études qui ont été menées jusque-là prouvent que ça commence à devenir ça devient et c'est une evidence-based therapy. Donc, il faut la proposer quand on a donc des TNF moteurs. Il y a des bénéfices chez 5 à 7 patients 5 à 7 patients sur 10. C'est prouvé au long cours également, avec bien évidemment des thérapeutes qui sont formés ou sensibilisés. Donc, n'hésitez pas parfois à envoyer un courrier pour expliquer la pathologie avec l'ordonnance que vous faites pour de la kiné. La TMS pour les troubles neurologiques d'origine fonctionnelle moteur est également une option. On sait aujourd'hui qu'il y a une efficacité prouvée pour les troubles moteurs. Alors, c'est moins clair pour les autres types de TNF, mais c'est une option à proposer. D'ailleurs, un PHRC est en train d'être monté pour étudier de manière systématique et systémique l'efficacité de la TMS.
Enfin, sur tout ce qui est TNF d'origine phonatoire, ORL et les troubles cognitifs fonctionnels, l'orthophonie est une option, pareil avec des orthophonistes qui sont sensibles à la question, pour valider l'expérience du patient, cibler cette autovigilance excessive, cibler cet effort vocal parfois dans les troubles phonatoires et essayer d'améliorer, remplacer par des comportements plus efficaces et reconstruire l'automaticité des schémas de parole lorsque ce sont des troubles de la parole. Et enfin, une prise en charge sur la durée. Voir le patient pour annoncer et proposer une feuille de route pour la prise en charge est très bien, et d'ailleurs c'est essentiel, mais sur la durée c'est important aussi. Pourquoi ? Parce qu'il est important d'identifier certains signes de rechute ou l'apparition d'autres pathologies éventuelles. Un train peut en cacher un autre. Suivre l'évolution et accompagner, qui est central aussi dans notre métier de médecin, et proposer des nouvelles prises en charge lorsqu'il y a, vous savez très bien que c'est un domaine où la recherche avance assez rapidement, donc c'est important aussi de garder un suivi dans la durée. Et je laisse la parole à Coraline qui va nous parler de la prise en charge du côté des psychiatres. Merci beaucoup. Alors, en effet, cette prise en charge du côté des psychiatres, on l'a vu et Guilhem l'a bien expliqué, elle est parfois compliquée parce qu'on n'est pas forcément formé ou intéressé par aussi tous ces aspects corporels. Et il y a aussi cette image de patient difficile, long, avec lequel on peut s'épuiser. Et finalement, on se dit, mais ces patients, ils n'ont pas de demande, ils viennent me voir, mais il n'y a pas de demande, donc je ne vois pas ce que je pourrais en faire. Je n'ai pas fait ma blague habituelle du neurologue qui lui a dit, vous n'avez rien, allez donc voir un psy, ce qui fait de nous les grands spécialistes du rien, et nous n'aimons pas forcément ça beaucoup. Le sentiment finalement un peu d'incompétence vis-à-vis de ces troubles. Moi, je ne suis pas spécialisée dans les TNF, donc je ne peux pas prendre en charge ce type de patients. Et puis, de toute façon, est-ce que ce n'est pas des patients qui nous mettent en échec, qui mettent tout en échec? On voit bien, ils ne se saisissent de rien. Est-ce qu'ils peuvent réellement guérir? Et puis, un certain nombre de psy ou psychos disent, moi, je ne peux pas prendre des patients qui font des crises fonctionnelles dissociatives. S'ils me font une crise dans le bureau, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je ne suis pas équipée. Donc, on voit qu'il y a un certain nombre de rejets autour de ça. Et comment ce chemin de moi en termes de deuxième semestre de psychiatrie qui avait l'ensemble de ce rejet, et puis aujourd'hui trouver un intérêt, une passion, une fascination, comme le disait Béatrice, par rapport à ces patients, c'est avant tout par cette petite étoile-là que l'on voit et que j'ai représentée dans les yeux des patients et qui vient nous apporter une forme de satisfaction assez incroyable parce que, on l'a dit et mes collègues l'ont bien dit, ces patients, ils ont eu des parcours de rejet. Une des premières causes de facteurs perpétuants, de ces fameux facteurs de maintien, c'est le monde médical qui leur a offert sur un plateau, par le rejet, par le sentiment de ne pas être cru, par le sentiment d'être pris pour des simulateurs, par le sentiment finalement d'avoir personne à qui se rattraper. Et quand pour la première fois, vous voyez ce patient et vous venez valider, vous validez son diagnostic, c'est un vrai diagnostic. Oui, c'est dans votre tête parce que le cerveau est dans votre tête. Vous venez valider la fréquence de la maladie, vous venez valider qu'il ne simulait pas. Vous venez valider la souffrance, le handicap. Combien de fois ces patients, on l'a vu, ont un handicap, une qualité de vie autant ou plus altérée que des patients avec des pathologies neurologiques plus classiques. Et pour autant, on a passé notre temps à minimiser ça, donc le fait de le valider. Et le fait de valider l'expérience du parcours de rejet, le nombre de fois où on nous rapporte des propos de collègues, et donc sans jamais être non confraternel, on va quand même valider que cela les a blessés, que cela était un manque de compétences à ce moment-là, et c'est extrêmement important. Et vous ne pouvez pas imaginer, il y a toujours cette étincelle, à un moment, ce soulagement, ce corps qui se relâche, à un moment où on a pu valider cela. Et ça, c'est extrêmement important. Et puis, notre job est de vérifier l'adhésion. On a pu expliquer, on a pu. Tant qu'il reste un doute sur le fait qu'il y a un TNF ou pas, tant qu'il y a les examens complémentaires et qu'on dit oui, non, ça je comprends, mais moi on va me trouver autre chose, on voit bien qu'on n'est pas dans le bon moment pour rentrer dans la thérapie et que la question de l'adhésion et de la compréhension au diagnostic, elle est centrale. Et pendant de nombreuses années, je ne prenais pas assez de temps en fait de valider ça avant d'avancer.
En effet, il faut qu'on arrive à motiver notre patient. Ça, c'est une étude qui reprenait des séances de psychothérapie, 12 séances de psychothérapie. La seule différence, c'était que dans un bras, il y avait une séance d'entretien motivationnel avant la psychothérapie et dans l'autre bras, non. Et on se rend compte, en fait, la différence sur le niveau d'adhésion, sur la fréquence des crises et sur l'augmentation de la qualité de vie, rien qu'avec une séance d'entretien motivationnel. Qu'est-ce que ça vient dire? Ça vient dire que amener le patient à aller suivre une psychothérapie, quelle qu'elle soit, si l'adhésion n'est pas là, l'acceptation et la motivation, parce qu'il sait pourquoi il le fait, qu'est-ce qu'il va en tirer n'est pas là, ça ne marchera pas. Donc, remettre le patient complètement acteur de ses soins, le remettre au sens de la prise en charge et le motiver. Et parfois, ça demande évidemment une question de subtilité parce que oui, ces troubles ne sont pas conscients, ce n'est pas volontaire, vous ne simulez pas. Pour autant, vous avez un pouvoir de venir changer les choses. Des métaphores que l'on utilise beaucoup, ces crises ou ces troubles neurologiques fonctionnels sont une forme de régulation, une protection dans le système, une protection par rapport au low battery qu'expliquait Guilhem tout à l'heure, une protection vis-à-vis d'éléments stressants, une protection dissociative vis-à-vis de souvenirs ou que sais-je. Il y a une dimension de protection. Mais finalement, la seule manière de trouver d'autres stratégies de protection, c'est vous qui l'avez, c'est vous qui pouvez baisser le feu sous cette cocotte minute et c'est surtout vous qui pouvez prendre, accuser de réception du message de communication que ces symptômes viennent véhiculer, d'un épuisement, d'un trauma non réglé, d'une pathologie traumatique au départ infectieuse ou une fracture ou une entorse que sais-je, sur lequel j'ai focalisé mon attention, mais pour lequel maintenant les choses sont décorrélées. C'est le patient qui a les clés de pouvoir impacter sur son amygdale, son insula, de travailler sous ses souvenirs, parce que l'on sait aujourd'hui, Guilhem vous a présenté des modèles, par exemple, on sait aujourd'hui que des traumas dans l'enfance viennent modifier fortement la connectivité entre les zones limbiques et les zones de l'aire motrice supplémentaire et qu'on va avoir beaucoup plus d'impact des émotions sur notre motricité et donc il faut apprendre à aller réguler ces émotions. Pour cela, on a les techniques d'auto-observation, à quel moment les symptômes arrivent le plus, quels sont mes facteurs déclencheurs émotionnels. Vous avez tous de multiples outils d'apaisement, de régulation par hypnose, par mindfulness, par cohérence cardiaque, sophro, yoga, ou tout ce qui est possible, et puis par des exercices d'ancrage, mais en étant là au bon moment pour proposer ces outils. Si vous proposez ces outils trop tôt avant que le patient ait vraiment saisi l'impact des émotions sur ses troubles, eh bien, vous faites un flop s'il n'est pas acheteur à ce moment-là. Guilhem l'a dit, on a des patients qui sont d'excellents patients, très souvent hyperactifs, très centrés sur l'autre. Et quand on arrive à les avoir suffisamment validés, ils deviennent extrêmement preneurs de ces outils. Donc, par exemple, dans les crises fonctionnelles dissociatives, le fait d'aller observer les déclencheurs est extrêmement utile, mais c'est le cas aussi pour l'ensemble des troubles. Et on va aller proposer des outils de régulation émotionnelle tels qu'ils soient. Les techniques d'ancrage, alors ça, c'est un secret évidemment pas si bien gardé que ça et tellement important pour les crises fonctionnelles dissociatives. Vous devez aider le patient à rester ancré dans l'ici et maintenant. La manière dont je l'explique aux patients, au moment d'une crise, vous avez un phénomène de dissociation, vous êtes déconnecté de l'ici et maintenant. On va allumer les zones de votre cerveau qui entendent, qui voient, qui ressentent, qui bougent pour rester connecté dans ce moment-là avec des odeurs, avec du froid, avec des mouvements moteurs qui sont extrêmement efficaces pour cela. Une des grands principes de la thérapie va être évidemment d'expliquer à quel point l'évitement est souvent au cœur des problématiques. Et la prise de conscience de tout ce que j'ai commencé à éviter du fait de mes symptômes, mais aussi de l'évitement parfois de souvenirs, de l'évitement d'émotions, etc., est extrêmement importante pour remettre le patient acteur avec une exposition graduelle, avec toujours cette question, et Guilhem l'explique toujours très bien, où il faut à la fois se réactiver et à la fois ne pas dépasser un seuil de fatigue trop importante, mais arrêter d'éviter. Et une chose très importante dans les consultations, quand on fait le bilan des 3 P dont vous a parlé Guilhem,
ça va être d'aller pointer ces facteurs de maintien. Vous avez remarqué, on parle de facteurs de maintien, on parle de facteurs perpétuants, on ne parle pas de bénéfices secondaires. Pourquoi? Parce que ce terme est extrêmement réducteur et que très souvent, on considérait par exemple l'attention de l'entourage comme un bénéfice. Parfois, l'attention de l'entourage, elle est vécue comme très oppressante et elle est quand même un facteur de maintien du par l'angoisse ou le mal-être que j'ai autour de ça. Donc, on doit aller expliquer aux patients ces facteurs de maintien, expliquer de la nécessité de jouer sur ses émotions, expliquer le côté régulateur de son sommeil, traiter les comorbidités psychiatriques qui sont effectivement indispensables et on a très souvent besoin de traiter une dépression, un trouble anxieux et expliciter les facteurs de maintien. C'est-à-dire que je reçois régulièrement les familles. La semaine dernière, une patiente avec un TNF majeur qui finissait en réa, qui ne pouvait plus s'alimenter, qui était paralysée et qui a une dynamique horrible de famille et de traumas intrafamiliaux. Et depuis effectivement l'ensemble de ces troubles, eh ben, il y a au moins l'avantage que les deux sœurs reparlent et que les parents viennent la voir. Eh ben, j'ai reçu les parents. Je l'ai expliqué d'abord à la jeune fille qui avait 25 ans, qui était complètement et qui a validé ça. Et j'ai reçu les parents et je l'ai expliqué de cette manière-là. Et c'est OK. On peut totalement expliquer que ça fait partie d'un des facteurs. Ça n'explique pas tout, mais c'est un facteur qui contribue. De la même manière, quand on a une patiente qui est dans un procès pour inceste et qui est en fauteuil roulant ou qui a des crises, on va expliciter que ce statut qui vient montrer quelque chose d'une souffrance qui n'a pas été entendue, qui n'a pas été crue, a probablement un intérêt dans cette démarche judiciaire et que l'on peut comprendre qu'actuellement, ça soit un facteur de frein au fait qu'elle aille mieux. Et je l'explicite. Et il n'y a pas de difficulté avec ça et les patients le comprennent bien et l'acceptent très bien. Et vous l'avez compris, finalement, cette cartographie des 3 P, qu'est-ce qui prédispose, qui précipite et qui perpétue? Ça va être autant d'axes pour savoir quelle action on va aller proposer, quelle thérapie ciblée on peut proposer. L'idée, c'est que 100% des psychologues, des psychiatres, des psychothérapeutes peuvent prendre en charge des patients avec un trouble neurologique fonctionnel du moment où ils savent ce qu'ils doivent faire, quelle est la cible et que le patient a aussi compris son axe de traitement à ce niveau-là. Il va y avoir de nouvelles recommandations internationales sur la prise en charge des troubles neurologiques fonctionnels et des crises fonctionnelles dissociatives. Et on sait que la psychothérapie fait partie des éléments reconnus comme étant efficaces, tout comme la physiothérapie qui a pu être évoquée tout à l'heure. Pour autant, on manque d'études et les choses sont très disparates. Mais ce qui fonctionne, c'est d'aller cibler précisément les choses. L'alexithymie et donc tout ce qui va être de l'ordre des techniques de régulation émotionnelle, de la compréhension, les techniques d'ancrage et les thérapies spécifiques du trauma, donc thérapie d'exposition, TCC, EMDR. Évidemment, ne pas se priver de la question des traitements médicamenteux en cas de comorbidité associée, de thérapies systémiques qui sont surtout montré leur intérêt chez les enfants. Et on voit que l'on peut aller cibler les choses. Donc, il y a d'une part dans la thérapie comprendre ce qui m'arrive, accepter le diagnostic, avoir une bonne annonce, avoir des éléments de psychoéducation qui me permettent de me rattraper, savoir réguler mes émotions, prendre du contrôle, par exemple par des techniques d'ancrage. Et puis, si on a des problématiques de cet ordre, là, la psychothérapie a toute cette place et évidemment le côté pluridisciplinaire avec aussi les kinés qui apportent énormément. Donc, j'espère qu'on aura réussi à évoquer avec vous le fait que le fait qu'il n'y ait pas de lésion dans le cerveau ne signifie pas qu'il n'y ait pas un organe de toucher et que ce ne soit pas neurologique. On est sur des troubles fonctionnels avec un diagnostic positif. Tout est dans la tête. Bah oui, le cerveau, il est dans la tête. Donc, il va falloir y travailler de manière pluridisciplinaire. Les neurologues ont toute leur place et il y a une autre étude qui montre aussi que les patients qui bénéficient de la poursuite d'un suivi neurologique ont des facteurs pronostiques bien meilleurs que ceux qui ne l'ont pas. Et ces patients, ils peuvent guérir et on a vraiment des leviers pour qu'ils aillent mieux. Alors, j'espère que ce webinaire vous permettra de vous poser la question de quel mythe a réussi à être déconstruit aujourd'hui et comment vous allez pouvoir prendre en charge au mieux ces patients. Et on compte sur vous pour cela. On va répondre maintenant à quelques-unes de vos questions.
Merci beaucoup Coraline. Alors on a pas mal de questions, beaucoup de questions finalement cliniques de sémiologie. On en a sélectionné quelques-unes, on ne pourra pas tout aborder. Donc il y a une question de Madame Balajas sur les troubles cognitifs fonctionnels. Cette question fait référence, pour ceux qui ne connaissent pas, aux critères diagnostiques qui ont été publiés en 2022 par Ball et collaborateurs. Et qui en fait mettent en avant l'inconsistance comme un critère clé du diagnostic des troubles cognitifs fonctionnels, mais l'inconsistance pouvant être interprétée de plusieurs manières différentes, notamment comme étant la discordance entre un patient ayant énormément de plaintes cognitives mais un bilan neuropsychologique normal, ou à contrario, un patient ayant finalement une relative autonomie et venant seul en consultation avec un bilan neuropsychologique catastrophique. Donc voilà, donc il y a pas mal de difficultés sur les troubles cognitifs fonctionnels et la principale, c'est l'hétérogénéité de ce groupe qui regroupe en fait plein d'entités un peu distinctes qui vont de l'anxiété d'avoir une maladie neurodégénérative à la démence fonctionnelle, avec au milieu l'amnésie dissociative, le brouillard cognitif qu'on retrouve dans le Covid long ou dans les troubles neurologiques fonctionnels, etc. Donc c'est un chantier difficile, les troubles cognitifs fonctionnels. On ne peut pas dire que personne ne s'y intéresse parce qu'il y a vraiment une dynamique actuelle avec plusieurs équipes, dont la nôtre, mais aussi des équipes internationales, notamment l'équipe écossaise qui publie beaucoup sur le sujet et qui s'intéresse vraiment à mieux décrire la sémiologie et les signes cliniques positifs du TCF. Donc voilà, il y a une dynamique en cours, mais aujourd'hui, je partage votre point de vue, madame, sur le fait que c'est quelque chose qui est encore difficile à appliquer en termes de critères diagnostiques. Après, il y avait une question de madame Nitar-Porche sur donc les chevauchements éventuels entre le trouble neurologique fonctionnel, la fibromyalgie, le Covid long. Peut-être, Guillaume, tu voulais répondre à cet aspect. Oui, il y a eu plusieurs questions sur ça. Donc, en fait, on parle de la question des symptômes physiques persistants. L'étiquette diagnostique qui va être posée, fibromyalgie dans les douleurs chroniques diffuses migratoires, le Covid long après un épisode de Covid aigu, en fait, ça va surtout dépendre du facteur qui va précipiter dans les troubles. Les mécanismes sont assez similaires, à vrai dire, et l'étude le montre dans ce sens-là. Pour la question des symptômes non neurologiques fonctionnels, syndrome du Neville, etc., c'est encore d'autres problématiques parce qu'il va y avoir beaucoup plus de travail sur les processus attentionnels, c'est-à-dire l'attention qu'on va porter aux symptômes, l'anxiété liée à la santé notamment, hein, ce phénomène qu'on va retrouver beaucoup dans le rapport à la vulnérabilité que les patients décrivent, c'est-à-dire un symptôme qui nous arrive et qui perturbe notre lieu de sécurité qui est notre corps, et qui vient perturber notre physiologie, du coup peut venir activer une corde sensible, notamment le fait de perdre le contrôle, finalement, c'est quelque chose qu'on retrouve souvent chez les patients, cette difficulté à se retrouver face à l'incertitude et la perte de contrôle. Et pour le coup, ce qui va rejoindre un peu ces patients, on cherche depuis longtemps, il y a un élément qu'on essaie de mettre en avant et qu'on est en train de publier là, qui est autour de la question de notre rapport à la gestion de notre ressource, donc ce qu'on appelle le schéma d'abnégation, le sacrifice de soi, comment on va avoir dans notre habitude de fonctionnement une tendance à placer nos ressources pour subvenir aux besoins des autres en priorité par rapport à ses besoins propres, et cette tendance à se donner à l'autre sans compter, sans limite, et du coup de dépasser régulièrement nos ressources physiques et psychiques, et ce qui peut être un gros facteur de risque d'expression de ces symptômes-là dans tous ces cadres nosologiques différents. Merci Guillaume. Alors il y avait une question sur le signe de Hoover. Est-ce que finalement, vu que le déficit disparaît quand on détourne l'attention, est-ce que finalement ça, c'est pas le signe que justement les patients simulent? Donc une question un peu provocatrice. Coraline, je crois que tu avais envie d'y répondre. Alors, en tout cas, sur la question de la distractibilité. Pendant longtemps, l'argument de distractibilité a été pris, et comme le dit cette question dans l'avocat du diable, comme un argument en faveur de la simulation. Et en fait,
absolument pas, bien au contraire, aurais-je envie de dire. Quand on revient sur le schéma qu'a présenté Guilhem, on sait que les processus attentionnels ont évidemment toute leur place, ainsi que les émotions, dans l'interaction de nos schémas moteurs. Une métaphore que je prends beaucoup avec les patients, et avec les patients, je vais expliciter ce côté de distractibilité en disant que cela va devenir une force pour qu'ils puissent traiter, au contraire, leurs troubles moteurs, en l'occurrence. Se dire que dans les troubles neurologiques fonctionnels, il y a des processus d'hyperfocalisation sur le symptôme que l'on connaît bien et qu'on retrouve, comme vient de le dire Guilhem, dans d'autres troubles fonctionnels. Et que cette hyperfocalisation, c'est-à-dire que ce recrutement de ressources attentionnelles au niveau de ce bras qui a un déficit, de cette jambe qui n'arrive pas à marcher, fait partie du cercle vicieux autour de ça. Et qu'effectivement, du moment où on vient recruter d'autres fonctions, ayant moins de focalisation sur ce symptôme, sur ce schéma et sur ce produit, on vient lever ou diminuer les symptômes. Donc, on va utiliser cela pour donner au patient du contrôle autour de ça. On va lui expliquer de cette manière-là. Vous voyez, quand on hyperfocalise, les troubles s'accentuent. Par contre, quand vous arrivez à avoir une distraction, eh ben, ça diminue. Et c'est comme ça qu'on va lui dire, eh ben, vous allez, pour quelqu'un qui a un trouble de la marche, pendant que vous allez marcher, vous allez devoir taper dans un ballon et puis chanter à voix haute pour activer, et je leur dis comme ça, pour allumer d'autres zones dans votre cerveau qui vont forcément réduire ce qui vient d'y fonctionner à un moment. Et donc, on va l'utiliser comme un argument thérapeutique et surtout ne pas le cacher aux patients, bien au contraire. Et donc, cette distractibilité est un signe positif, clairement, de ces troubles. Merci beaucoup pour cette réponse. Peut-être une dernière question. Il y avait une question sur comment repérer les symptômes des troubles neurologiques fonctionnels chez les personnes qui ont des troubles du spectre autistique ou des troubles du développement intellectuel, par exemple, notamment des personnes carrément non-verbales. Elsa, tu aurais des éléments de réponse pour ça ? Ce serait effectivement, encore une fois, repartir sur la sémiologie clinique, et c'est là l'importance d'un examen neurologique exhaustif avec une évaluation motrice, sensitive en fonction du tableau clinique, et rechercher ces signes positifs qui sont parfois et souvent même non-verbaux. Donc, un examen clinique exhaustif et une approche pluridisciplinaire, bien évidemment, en collaborant avec le psychiatre, mais qu'il y ait un neurologue qui puisse faire cet examen-là en recherchant des signes positifs. Et une notion importante, c'est que peut-être dans nos anciennes classifications ou représentations en tant que psychiatre, eh ben, on se disait, voilà, dans l'autisme, dans des troubles neurodéveloppementaux, on ne peut pas avoir de la place pour ces symptômes de type troubles neurologiques fonctionnels, ce qui est absolument faux. On sait aujourd'hui à quel point les troubles neurodéveloppementaux sont des facteurs de risque au développement des TNF, et donc il faut les considérés comme tels. On a beaucoup de TSA qui ont, par exemple, des crises fonctionnelles dissociatives. Sur la question du TDAH, on va sur une question beaucoup plus large et questionnante autour des troubles dissociatifs, qui soient somatoformes ou qui soient psychoformes, où effectivement, quand on a un déficit de l'attention, on est aussi parfois à la limite de ces questions de troubles dissociatifs. Donc, les choses sont complexes, mais en tout cas, il faut les considérer complètement comme des facteurs de vulnérabilité et ne pas se dire, bah voilà, puisqu'il y a ce genre de choses, il y a moins de risques qu'il y ait des TNF. Ce n'est pas le cas. Je vais juste rajouter une dernière chose parce que je vois qu'il y a en fait plein de questions et on note l'intérêt fort qu'il y a à la fois des psychiatres et de neurologues sur ces problématiques. On a pu développer une formation continue sur les troubles neurologiques fonctionnels qui va débuter. Donc la première session sera à Toulouse le 19 septembre prochain et on va essayer d'en décliner un peu partout sur le territoire. Si c'est quelque chose qui vous intéresse, ce sera sur soit une journée en 2 fois 3 heures, soit 2 demi-journées de 3 heures à chaque fois. N'hésitez pas à envoyer par mail tnf.france@gmail.com votre intérêt à ce sujet et on vous transmettra les éléments pour vous inscrire. Et merci en tout cas à tous pour l'intérêt et pour avoir suivi ce webinaire que vous allez retrouver en replay. N'oubliez pas de devenir membre de l'AFPBN et nous vous retrouverons avec plaisir dans un
prochain webinaire. Et le prochain webinaire est celui de la section de neuropsychopharmacologie et finalement qui reste aussi très neuropsychiatrique autour de la question de la prise en soin des symptômes psychologiques et comportementaux dans les pathologies neurocognitives. Jeudi 12 juin. Merci à tous. Bon après-midi. Merci, au revoir. Merci beaucoup à tous. Au revoir.